Eh bien voilà, on est de retour ici dans les locaux du PAC. On arrive petit à petit à la moitié de notre événement. On espère que vous êtes encore là. On espère en tout cas que vous apprenez des choses aujourd'hui. Je rappelle pour les téléspectateurs néerlandophones qu'il y a une traduction simultanée qui se fait sur la plateforme Zoom. Le lien normalement de connexion devrait apparaître. Il apparaît à l'instant dans le bas de votre écran. N'hésitez pas à liker ou à poster des réactions ou à commenter sur le fil d'actualité Facebook et partager sur votre page personnelle pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà, on va enchaîner ici avec un débat jeunesse qui s'appelle Sois jeune et tais-toi. Pour m'accompagner durant cette demi-heure, j'ai Catherine Opalinski qui est coordinatrice des jeunes FGTV. Bonjour. Et on a Grégory Debucois qui lui est responsable de l'Attitude Jeune Brabant. Alors, l'Attitude Jeune, c'est en fait une organisation de jeunesse qui est partenaire des mutualités socialistes, hein, c'est bien ça? Tout à fait, Fabien. Ouais, merci. Dans ce débat d'une demi-heure, on devait trouver un titre, hein. Alors, je vous rappelle, je vais quand même vous dire, on a quand même un petit peu galéré avant de trouver un titre, puisqu'il y a tout un tas d'émotions qui est contrasté par rapport à cette question de la jeunesse. Finalement, on a choisi le titre « Sois jeune et tais-toi ». Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, en fait, Grégory? Ben oui, en fait, on a choisi ce titre tout simplement parce que voilà, on a quand même eu l'impression que les jeunes ont quand même été bien stigmatisés dans cette crise et dans ce contexte actuel. Et en fait, moi qui travaille quand même au contact des jeunes, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans la mesure où je me dis voilà, qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont responsables, qui font un maximum de choses pour pouvoir tout simplement respecter les règles sanitaires. Et voilà, je me dis qu'à un certain moment, cette jeunesse a quand même fait énormément de concessions, hein, quand on pense, la jeunesse, c'est quand même le moment où on fait des découvertes, où on a plein de contacts sociaux, qu'on se construit justement en ayant plein de nouvelles expériences. Et donc voilà, moi je pense que c'est quand même super important de se dire aussi que cette catégorie a fait beaucoup de concessions, comme beaucoup d'autres, mais en tout cas, la jeunesse en a fait également tout plein. Catherine? Oui, pour moi, il y avait une autre particularité aussi, c'était qu'aujourd'hui, on a vu un gouvernement, enfin en tout cas depuis mars, un gouvernement qui a essayé de mettre en place des solutions, notamment pour tous les travailleurs, en proposant un système d'allocation de chômage temporaire qui est plus flexible pour ouvrir un droit à tout le monde. Et en fait, c'est tout le monde sauf la jeunesse. On s'est rendu compte que pendant toute cette période, on a parlé des artistes, on a parlé des sans-papiers, même si ils n'ont clairement pas assez de droits, mais on a parlé de plein de secteurs, mais la jeunesse, on n'en parle pas, on la laisse seule. On sait qu'il y a énormément de jeunes qui sont en galère financière, qui sont obligés de travailler, faire des jobs étudiants pour pouvoir financer leurs études. Et la seule chose que le gouvernement a proposé comme solution, c'était de dire « Ah ben vous savez quoi ? On va limiter les heures job étudiants, donc on va permettre aux jobistes de travailler plus, et comme ça, ils ne seront pas trop en galère. » Mais je rappelle quand même que le premier devoir d'un étudiant, c'est d'étudier. Donc, lui, ses cours pendant toute cette année académique et celle qui suit, ici 2021, l'étudiant, il doit toujours étudier, il doit toujours participer à ses cours. En plus, il doit le faire à distance, donc c'est déjà plus compliqué pour se concentrer. Et il doit cumuler du travail étudiant, et c'est la seule chose qu'on a proposée. On sait qu'il y a de plus en plus de colis alimentaires, de plus en plus de détresse sociale. Tout ça, on n'en parle pas, on ne propose pas de solution. La seule chose qu'on dit, c'est travaillez plus et débrouillez-vous tout seul, quoi. Et donc, Sois jeune et tais-toi, c'est aussi une manière de dire, en fait, non, on en a marre de se taire, quoi. Oui, on le voit, les jeunes ont été surtout utilisés comme variable d'ajustement par les autorités politiques. On sait que pour les jeunes, et comme pour les autres d'ailleurs, l'année qui vient de se passer, elle a laissé des traces. Moi j'ai envie de poser une question, c'est et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour récupérer le lien qui a peut-être été un peu brisé au cours des dernières, on l'a vu ces dernières semaines notamment, et qu'est-ce qu'on fait également pour assurer un avenir et des perspectives autres que celles que l'on donne aux jeunes depuis le 20 mars dernier? C'est à toi, Catherine. Nous, en tant que jeunesse syndicale, on s'est posé vraiment cette question en se disant qu'il y avait un problème au niveau des droits des jeunes. Et donc, comment faire en sorte que ces jeunes, eux aussi, rentrent et une forme de sécurité sociale, ils aient un accès à une meilleure couverture. On s'est dit, pourquoi pas changer le statut étudiant notamment et changer tout ce qui est lié à la scolarité et au financement scolaire. Alors, quand on pense changer le statut étudiant, ce serait par exemple permettre à ces jeunes d'ouvrir leur droit à la sécurité sociale en leur permettant de cotiser à cette sécurité sociale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un jeune cotise
comme un travailleur, mais les cotisations sont moins élevées, tant du côté patronal que du jeune étudiant travailleur. Alors que si aujourd'hui on permettait à ces jeunes de cotiser davantage et que l'employeur aussi payait davantage de charges patronales, eh bien, ça permettrait d'ouvrir des droits complets comme n'importe quel travailleur et ainsi avoir aussi droit à cette sécurité sociale. Ça, ce serait tout un volet qui pourrait permettre à ces jeunes d'ouvrir des droits, d'être mieux encadrés et aussi même au niveau du travail à proprement parler. On constate qu'il y a des gros manquements. Les jeunes sont utilisés comme ça, enfin, pour un jour un contrat, puis on les jette, on en reprend d'autres. T'es pas content, c'est pas grave, il y en a 50 derrière. Eh ben, ça aussi, on doit veiller à leur mettre un meilleur cadre, un cadre juridique qui protège davantage leurs droits au travail. Il y a la question aussi de l'accès à la parole, hein, Grégory. Oui, c'est ça. Donc moi, ce qui me paraît aussi important pour vraiment créer du lien ou recréer du lien avec la jeunesse, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des lieux de parole où les jeunes vont pouvoir clairement échanger, poser leurs problèmes, discuter de ce qu'ils ont pu vivre et tout ça. Parce que voilà, hein, il faut quand même pas oublier que la jeunesse, les jeunes sont quand même des gens qui sont en construction, qui doivent développer leur sens critique. Et pour l'instant, ils ont quand même très peu l'occasion de pouvoir confronter leur point de vue à celui des autres dans des lieux qui sont quand même cadrés et qui sont animés par des personnes compétentes. Et voilà. Et en plus, le fait de pouvoir être entendu, écouté est important. Bien entendu, le tout n'est pas d'aller dans un endroit et de commencer à discuter parce que les jeunes, ils savent qu'ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin d'être écoutés, mais aussi à un certain moment, il faut pas être dupe, ils auront aussi besoin de savoir qu'on va faire quelque chose avec leurs paroles. Et donc ça me paraît aussi très intéressant de pouvoir se dire, voilà, on a des jeunes, ils ont des choses à dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'ils nous disent, quoi. Et donc ça me paraît super important parce que sinon, le fait de faire parler des jeunes pour le principe de les faire parler, c'est clair que ça va pas servir à grand-chose non plus, même si c'est déjà intéressant et ça peut être pertinent. Ouais. C'est sûr que la question des jeunes, ça va être une question qui va revenir au cours des prochaines semaines, hein, et au cours des discussions qui vont certainement avoir lieu sur les terrasses lors des semaines prochaines. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ceux qui vont nous sortir l'argument, c'est l'argument classique, hein, en fait, qui disent que en fait les jeunes ils s'engagent pas vraiment, ils s'engagent plus. Catherine, qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Déjà la première personne qui dit ça, j'aurais envie de lui dire informe-toi mieux et écoute un peu mieux ce qui se passe. Je rappelle quand même qu'en 2019, il y a eu énormément de mobilisation de la jeunesse. Tous les jeudis, les jeunes se mobilisaient et s'auto-organisaient. Il n'y avait pas besoin d'un mouvement derrière, ils se débrouillaient tout seuls. Ils faisaient toutes les semaines des manifestations et toujours très massives sur le climat, notamment. Il y avait plein de choses qui étaient dénoncées, mais le grand axe, c'était le climat, mais il y avait aussi la précarité sociale, il y avait plein de thématiques qui étaient abordées et c'était une jeunesse mobilisée. Depuis, il y a plein d'autres mouvements qui sont mis en place. Il faut savoir qu'ici, il y a notamment Jeunesse en lutte. Il y a la participation de l'Union syndicale étudiante, qui est la section militante des jeunes FGTB, qui a également organisé pas mal de rassemblements sur le campus de l'ULB. Ouais, c'est ça. Et donc, c'était à l'initiative d'autres mouvements de jeunesse qui sont rassemblés sous l'effigie de Jeunesse en lutte. Ils ont parcouru toute la partie francophone de la Belgique en expliquant leurs difficultés, en dénonçant la précarité sociale, en dénonçant aussi la difficulté sociale, psychologique, toutes les souffrances qu'ils sont en train de vivre ici actuellement en tant que jeunes, mais aussi en tant qu'étudiants, et la difficulté qu'ils ont à pouvoir suivre leurs cours. Donc, ces jeunes se sont mobilisés d'eux-mêmes, ils continuent. Il y a aussi la FEF qui se réunit régulièrement. Il y a des mouvements de tous les côtés et il y a des revendications qui se mettent en place naturellement par la jeunesse. Donc, ceux qui disent qu'ils n'entendent pas, c'est qu'ils ne veulent pas l'entendre. Des jeunes engagés et militants qui ont une opinion. Toi, tu en croisais plein dans ton taf chez Latitude Jeune, Grégory. En tout cas, on croise beaucoup de jeunes qui s'investissent dans des projets. Donc, ça veut dire que oui, les jeunes s'engagent, surtout quand un projet a du sens pour eux. Donc, ça me paraît super important. Et donc, la question de l'engagement est toujours intéressante. Elle me fait toujours un peu sourire parce que j'ai l'impression que c'est une question qui revient de manière assez cyclique et qui est même assez traditionnelle. Ça veut dire que moi, objectivement, ça fait maintenant un certain temps que je coordonne une organisation de jeunesse et on me dit très souvent que c'était mieux l'année d'avant. Hein. Et donc, c'est entre guillemets chaque fois mieux l'année d'avant, mais ce n'est pas le cas.
C'est juste que les choses changent. Hein. Il y a quand même une évolution de la société. Il y a des choses qui changent. Et moi, ça me paraît tout à fait pertinent. Hein. Surtout que j'ai aussi envie de dire que dans les organisations de jeunesse, en règle générale, on a quand même pour mission essentielle de développer des cracks. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, un crack, donc c'est un citoyen responsable, actif, critique et solidaire. Et donc, ces actions que l'on fait avec les jeunes pour développer leur sens critique, pour développer leur engagement, leur responsabilité, souvent, ce sont des actions qui se font, mais à moyen et à long terme. Ça veut dire que c'est pas en faisant une action de 3 heures que tout d'un coup, les gens vont être transformés. Donc, il y a quand même un travail qui doit se faire, comme ça, un travail de longue haleine, un travail qui se fait souvent sans fracas. Hein. Donc, on ne va pas aller crier sous tous les toits qu'une évolution se fait et que les jeunes évoluent de telle ou de telle manière. Mais voilà. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que les jeunes soient responsables et soient acteurs de leur vie, tout simplement. Mais finalement, Grégory, moi j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour assurer l'avenir de cette jeunesse? Des mesures un peu plus à moyen terme et à long terme que celles qu'on a vues au cours de l'année écoulée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En tout cas, j'ai pas la baguette magique qui va faire que tout ira mieux d'un coup. Et j'ai envie de dire, c'est bien dommage, hein, parce que ça aurait été chouette. Mais en tout cas, moi, il y a une chose qui me fait peur actuellement, c'est de me dire que les actions qui sont faites ou ce que les politiques peuvent proposer, moi, ce que je crains, c'est les actions à court terme. Ça veut dire que d'un côté, j'ai pas envie que les actions et tout ça s'arrêtent dans quelques mois, parce que je pense que il y a quand même toute une partie de la jeunesse, toute une partie de la population qui aura besoin de sortir de cette crise et que ça va prendre un certain temps. Et d'un autre côté aussi, je suis partagé par le fait où je me dis, on s'en est toujours sorti. Hein. Il y a du potentiel. La jeunesse a des ressources. Et donc voilà. Donc il y aura certainement un phénomène de résilience à un certain moment où les jeunes vont pouvoir rebondir d'une manière ou d'une autre. Mais je pense quand même que c'est aussi du devoir des adultes en règle générale, de la société en règle générale, de pouvoir encadrer ce futur rebond, de pouvoir donc appuyer ces jeunes dans leur projet futur. Ouais. On sait qu'il y a aussi pas mal de jeunes qui ont passé 2 années scolaires qui ont été profondément chamboulées, hein, avec des cours à la maison, des cours en présentiel. Enfin, ça changeait un peu toutes les semaines, j'ai envie de dire. La question de l'accessibilité aux études, Catherine, c'est aussi quelque chose qui sera important dans le monde de demain à construire. Hein. Tout à fait. Eh bien, on remarque ici en Belgique qu'on a un système qui est très différent du côté flamand par rapport au côté francophone. Le financement est différent et du coup, l'accompagnement et l'égalité des chances est différente aussi. Il faut savoir qu'un élève qui a la possibilité d'étudier sans devoir travailler aura plus de chances de réussite qu'un élève qui a l'obligation de travailler. Et donc là, on a un souci parce que normalement, le financement de la scolarité qui se veut soi-disant gratuit, on se rend compte qu'au final, il ne l'est pas, d'une part. Et du coup, ça crée une inégalité entre des groupes et c'est là où il y a un souci. On sait qu'en Belgique, le financement est super important par rapport aux autres pays d'Europe. Je crois qu'on est les 4e dans le classement, donc on est super bien financé. Et pourtant, quand on regarde le taux de réussite, surtout au niveau francophone, il est quand même relativement peu concluant par rapport au financement qui est mis en place. Donc là, il y a vraiment cette difficulté et cette dualité. Et l'idéal, ce serait de repenser à tout système. Au niveau des jeunes FGTB, on s'est dit, une des propositions concrètes, c'est par exemple rassembler l'ensemble des financements, des aides financières qui sont mises en place pour les étudiants. Il faut savoir que en Flandre, rien que le prix du Minerval au niveau de l'université, maintenant c'est monté à 600 €, mais c'est déjà vachement moins élevé qu'au niveau francophone. Pourquoi ? Parce qu'on met plus l'accent sur les études supérieures. En tout cas, on répartit mieux le budget. Au niveau francophone, on met plutôt l'accent sur les primaires et secondaires, où on revendique la scolarité gratuite, mais au final, on a quand même des dépenses. Il y a les voyages scolaires, il y a le matériel, etc. Donc, il y a quand même des dépenses même pour ce public-là. Et clairement, pour les études supérieures,
Là, il y a pas de prise en compte et donc le jeune est obligé de faire appel à des aides externes. Donc, il y a toute forme d'aide. Il y a le CPAS, il y a les bourses, les allocations d'études, bourses d'allocation d'études, et puis il y a les aides individuelles qu'offre chaque établissement scolaire. Et donc, le problème, c'est que c'est déjà trop. Enfin, là, on en cite déjà 3. C'est parfois justement un peu difficile pour les jeunes de s'y retrouver dans toutes ces aides. Il y a plein d'aides qui sont disponibles, mais c'est parfois difficile d'aller les chercher. Il faut faire une démarche de recherche et ça, c'est aussi un frein à ces aides, justement. Il y en a quand même qui vont dire qu'en Belgique, ça coûte pas si cher les études. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre aussi? C'est que c'est quand même une charge pour beaucoup d'étudiants. Oui, parce que en dehors donc de payer le Minerval, il y a toutes les charges du quotidien. Il y a beaucoup d'élèves qui, en fait, n'ont pas la possibilité d'étudier chez eux. Donc, soit ils vont dans une autre ville, ils doivent avoir des frais de cote ou alors de voiture, en tout cas des frais de déplacement. Et puis, qui dit, en même temps, la jeunesse, aussi, quand on est aux études, c'est le moment où on fait un tremplin vers la vie d'adulte. C'est un peu la passation entre les deux. Donc, il y a tous les frais qu'on a on a plus de frais en étant jeune adulte qu'en ayant 12-16 ans, quoi. Et donc, il y a cette arrivée-là, il faut payer la nourriture, il faut payer toute la vie d'une personne. Et du coup, c'est clair que le fait de devoir demander des aides un peu partout et multiplier les démarches, déjà, on perd toute une partie des personnes qui n'ont pas forcément cette possibilité-là. Et le fait qu'en même temps, tout le monde n'ait pas accès à un même confort. Je parlais du cote. Il y a des familles dans lesquelles c'est pas possible d'avoir un cote. Il y a des familles où ils sont obligés de se retrouver tous dans la même pièce ou dans le même appartement où il n'y a pas d'espace de vie. Et pour eux, c'est compliqué de réussir. Et donc, du coup, il faut un moyen financier pour les aider, ou en tout cas, il faut un meilleur... ce qui est mis en place fera que ce sera plus compliqué pour eux que pour d'autres. Et c'est là où c'est pas normal. Oui, effectivement, la question de l'accès à des lieux d'études pour les jeunes est aussi très importante, puisqu'on le voit, on le sait que la réussite scolaire est fortement liée à la possibilité pour les jeunes de s'isoler dans des lieux où ils peuvent faire leurs études. Moi, je vais me tourner maintenant vers toi, Grégory, parce qu'on a la question aussi de l'égalité des chances. C'est quelque chose qui fait partie intégrante aussi de ton travail et qui t'anime fortement aussi. Oui, ça veut dire que chez l'Attitude Jeune, on organise toute une série d'activités, que ce soit des centres de vacances, que ce soit des formations d'animateurs ou des choses comme ça. Et en fait, on a quand même, on tient quand même à cœur de pouvoir proposer ces activités à des prix accessibles, hein. J'ai pas envie de dire des prix attractifs, parce que l'objectif n'est pas un objectif marketing, mais clairement de pouvoir faire des prix qui sont accessibles au plus grand nombre. Alors malheureusement, parfois, je remarque le fait que les prix sont accessibles, on a entre guillemets parfois une espèce de publicité négative où les gens ont du mal à faire la différence entre avoir des prix bas et avoir de la qualité. Comme s'il fallait vraiment payer des 1000 et des cents pour avoir un centre de vacances de qualité. Alors qu'objectivement, nous, on arrive à avoir des prix bas, tout simplement, déjà, faut pas se le cacher, grâce au partenariat qu'on a avec les mutualités socialistes, hein, qui peuvent donc intervenir via leur assurance complémentaire, et aussi par l'engagement de nos volontaires, hein. Faut pas oublier que la majorité des jeunes qui animent chez nous viennent en tant que volontaires. Et donc ça aussi, il faut pas l'oublier. Donc quand on me dit que les jeunes ne s'engagent pas, je suis toujours un petit peu révolté, parce que il y a quand même beaucoup de jeunes qui s'engagent dans des projets parfois bien spécifiques, mais en tout cas, les jeunes, ils sont souvent super motivés, ils ont plein de motivation et ils font ça très bien quand ça a du sens pour eux, tout simplement. Merci Grégory de nous partager ton expérience. On va arriver petit à petit à la fin de ce débat, hein. J'ai envie de vous demander peut-être à toi Catherine et à toi Grégory, quel va être le programme des prochains mois? On sait que l'année qui vient de se passer a été fortement chamboulée avec le Covid. Comment est-ce que vous allez progressivement revenir à la normale, si je peux m'exprimer ainsi? Nous ici dans les semaines et dans les semaines et les mois qui vont arriver, il y a deux choses qui vont se faire ici à très court terme. On va finaliser les quelques formations qu'on a mis en place en distanciel, parce que comme les formations d'animateurs étaient tout simplement interdites en présentiel, donc présentiel, ça veut dire que les gens dormaient dans les centres de formation. Donc ça, objectivement, avec
la pandémie, c'était juste pas possible, c'était interdit. Donc, on a dû s'adapter. Donc, on a dû faire différents modules de formation en distanciel pour que les jeunes puissent continuer leur parcours de formation et puissent donc aussi avoir quand même quelques aptitudes supplémentaires pour encadrer les enfants cet été. Parce que, le gros du travail qui va arriver, c'est justement l'organisation. C'est maintenant le gros du travail. Le gros du travail, c'est maintenant donc organiser les centres de vacances et donc se dire tout simplement que on va organiser des centres de vacances cet été dans les meilleures conditions possibles. Et donc donc moi si j'ai un message à donner à tous les parents qui nous écoutent, si vous cherchez des activités pour vos enfants, vos adolescents, surtout surfez sur notre site internet www.latitudejeune.be. Et je suis sûr que vous allez trouver des activités qui pourront plaire à vos bambins ou vos ados. Ouais. Toi, de ton côté, Catherine, dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Alors, très rapidement, je pense qu'il y a deux volets. Il y a le volet aussi camp jeune. Habituellement, on organise ça tous les 2 ans. C'est un 4 jours de formation, mais ici, avec le Covid, on n'ose pas trop se lancer. Mais par contre, on veut quand même faire une journée de rassemblement le 3 juillet, où on invite tous les militants à se retrouver en extérieur, où on proposera des formations, des activités et bien sûr un barbecue quand même, si on peut partager ce moment-là, et tout ça gratuitement organisé par les jeunes FGTB. Dans le respect des conditions sanitaires. Dans le respect, évidemment, et c'est pour ça qu'on le fait en extérieur aussi, pour minimiser tous les risques. Après, il y a également une journée de rassemblement qui se fera en septembre avec la FGTB Bruxelles et la FGTB Wallonne, en tout cas les jeunes FGTB, où là aussi, on veut mettre la jeunesse en avant, proposer des ateliers et en même temps des formations, tout en laissant place aux jeunes de eux-mêmes initier le mouvement et proposer eux-mêmes des activités. Donc ça, c'est plutôt dans le côté rassemblement militant des jeunes ensemble pour co-construire ensemble un projet. Et en même temps, on a un volet très revendicatif parce qu'on l'a dit, la jeunesse est en difficulté aujourd'hui. Et donc clairement, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, on veut revaloriser le statut étudiant, permettre aux jeunes d'accéder à la sécurité sociale. On veut changer le financement des études pour permettre à ce que les jeunes aient un revenu mensuel et plus une diversité de demandes où ils doivent aller chercher un peu partout, que tous les fonds soient rassemblés en un seul, qu'il y ait une forme de bourse d'études, de salaire étudiant, vous l'appelez comme vous voulez, mais que ce soit mensuel pour que tout le monde ait droit aux mêmes chances. Et aussi, on a un dernier petit volet qui est le financement des étudiants qui font des stages, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, on a vu aussi notamment les infirmiers, infirmières, qui étaient mis, toujours aux études, qui étaient particulièrement sollicités, qui ont fait des heures de dingue, bien plus que ce qui était prévu initialement dans leur cadre scolaire. Et tout ça, c'était du travail gratuit. Ce n'est pas normal, à partir du moment où un jeune devient quasiment autonome dans son travail, qu'on l'exploite comme ça. Donc ça aussi, on veut remettre du sens et un cadre autour de ça, et permettre à ces jeunes, du coup, d'avoir une forme de financement, ce qui éviterait aussi à tout un groupe de ces jeunes de devoir travailler en plus de faire ces heures de stage gratuites. Donc, voilà. Oui, il y aura certainement beaucoup de chantiers et certainement beaucoup de mobilisation au cours des prochains mois. On arrive à la fin en fait de ce débat. Moi, j'ai envie de vous dire merci Grégory et merci à toi Catherine aussi